Oh là 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 là! Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va ouvrir un graveur laser, ou plutôt on va installer un graveur laser de 30 watts. C'est le premier. On va voir si ça fait une vraie différence avec un 20 watts. J'ai l'impression qu'il a mal voyagé. On va voir si à l'intérieur il y a eu un problème. Il vient de Chine, bien sûr. Bon, en principe, ça craint rien, il y a des protections suffisamment importantes. Le choc était du bon côté, il n'était pas du côté du châssis. C'est le Longer B1 version 30 watts. Je vous ai présenté le Longer R5 en 5 et 10 watts. Regardez-moi la taille de ce module 30 watts. C'est énorme. Il y a l'air assist. Parfois avec le graveur laser n'est pas vendu la pompe à air assist. Là c'est le cas, c'est dans le kit. Il y a de très belles sections de profilé aluminium. J'ai l'impression que ça va aller très vite. Un châssis qui est déjà équipé, les câbles sont déjà montés dessus. Il y a quelques vis ici à installer. Je vois qu'il y a une courroie aussi à installer. Le module bien sûr, un bouton d'arrêt d'urgence, une clé pour les enfants, pour empêcher que les enfants puissent le démarrer si vous le voulez pas. Ici une connexion pour l'alimentation de la pompe d'air assist, les alimentations classiques, la connexion classique, le tuyau classique d'alimentation de l'air assist. Allez, on va monter tout ça, ça va aller très vite. C'est très simple, il y a une dizaine de vis à installer. Je vous donne tout de suite les points les plus essentiels dans l'installation. Il y a deux sortes de vis, les longues vont ici, les courtes vont ici. Il faut monter les fins de course, ne vous trompez pas. Dans ce sens-là, bien sûr il faut les relier une fois que vous les avez installés. Il y a des fixations ici qui sont prévues pour le 20 watts, le 30 watts c'est plutôt par là. Tout simplement parce que le module est très imposant. Donc on vérifie qu'on soit bien embuté avant de toucher ici. Donc c'est vraiment juste, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Si vous avez mis la butée sur l'autre, eh bien avec le module 30 watts, ça va venir toucher ici. Pour le câblage, c'est très simple, il est déjà pré-câblé, il n'y a que les moteurs à installer. L'air assist, en faisant attention avec les rivesans de ne pas le pincer, et c'est terminé. La puissance consommée maximum est de 180 watts, et le 30 watts ici, 36 watts exactement. C'est le laser B1 30 watts, mais la puissance est de 36 watts. Il doit y avoir 6 diodes de 6 watts. On va enlever ici l'arrêt d'urgence. On va déverrouiller ici le marche-arrêt et on va brancher l'alimentation et un ordinateur. Ça, c'est une lentille de remplacement. Donc, c'est pas souvent qu'on voit ce genre d'accessoires dans le kit d'origine. En principe, ça, c'est vendu séparé, une quarantaine d'euros. Bon, il y a une clé USB, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans. Il y a une notice qui est très très simple. Mais le montage par lui-même, il y a 10 vis à installer. Bon, bien sûr, c'est en anglais, mais c'est très facile. Et maintenant, on va regarder le module laser. Avec ici une mise au point, enfin une mise au focus, qui est assez facile visiblement. Pour la mise au focus, il y a ici une vis de blocage du module une fois qu'on l'a positionné. Et ici, il y a une cale pour le focus. Ça veut dire que là, quand on se met ici, on est au focus. Et quand on veut travailler, on se met comme ça. Donc on doit avoir le module qui est à 5 ou 6 mm de la surface. C'est un laser avec un module fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motorisation pour le faire monter ou descendre. Bon, il y a une information importante ici qui est écrite qui dit qu'il ne faut absolument pas manœuvrer les axes très rapidement quand on a câblé le laser, parce que en déplaçant les axes, eh bien, on génère du courant par les moteurs pas à pas et ça revient dans la carte mère, ce qui peut l'abîmer. Donc quand on déplace doucement. Donc si on regarde comment c'est fait, le chariot des axes X et Y est monté sur galets, des galets caoutchouc réglables qui sont au nombre de 3, 2 en bas, 1 au-dessus, et un seul moteur pour l'axe Y avec 2 courroies qu'il faut tendre correctement. Le câble du moteur de l'axe Y a un peu tendance à venir sur la courroie, donc il faut le mettre comme ceci. Et là, tout va bien. Je vais prendre le temps quand même de démonter pour voir ce qu'il y a dedans.
Je suis curieux et puis ça me permettra de comparer avec le dernier graveur que je vous ai présenté. Un graveur qui n'avait pas d'air assist conçu comme celui-ci. Voilà. Donc là, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est mieux conçu que celui que je vous ai présenté, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette lentille là de protection de la lentille principale qui se trouve à l'intérieur du laser. Ce qui veut dire que si jamais elle s'encrasse, cette lentille, elle est remplaçable. C'est pas la même chose que l'autre. Celle-ci, c'est une lentille qui est neutre. Celle qui est à l'intérieur, c'est la lentille qui concentre le faisceau. Et celle-là, dedans, là, elle vaut très cher. Celle-ci, elle se remplace facilement si jamais on n'a pas bien nettoyé la surface et qu'elle s'est rayée. Ça arrive quand on ne nettoie pas bien la surface. C'est pour ça que de temps en temps, il faut venir nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool. Ça va très bien. Parce que la poussière a tendance à remonter à l'intérieur, ici. Et quand la poussière se colle sur la lentille, ça l'abîme. Donc l'astuce, c'est de garder la clé à l'intérieur, de serrer ici l'air assist, et ensuite de serrer ça. Hop, une fois qu'on a serré ça, on peut serrer les vis qui sont à l'intérieur. C'est ce genre de petits détails qui font que certains lasers coûtent plus cher que d'autres. C'est parce qu'ils sont quand même soit plus performants, soit quand même mieux conçus et donc plus durables. Là, le fait qu'on ait une lentille protectrice, même quand on a l'air assist, ça permet de protéger la lentille et ça va rendre le laser beaucoup plus efficace dans la durée, avec un risque réduit de l'abîmer. Allez, je remets ça précieusement dans sa pochette, en espérant ne jamais avoir à m'en servir. Et je vais commencer les tests par de la gravure sur du bois tendre. C'est du contreplaqué de bouleau. C'est quelque chose que j'utilise souvent, que vous voyez souvent dans les vidéos. Et je vais essayer de faire une gravure particulière. Mais tout d'abord, j'ai eu un doute sur l'air assist. Parce que eh bien, la première ligne que j'ai commencé à graver était brûlée. J'ai vérifié, je continue le test. Et c'est un test assez particulier puisque je fais des lignes de 200 mm de long. 200 mm de long sur 5 mm d'épaisseur avec plusieurs vitesses. Toujours la même puissance, 30%. Et je fais une seconde erreur. La 5e ligne, j'ai fait 2 passes. Quand j'ai tapé dans Lightburn la programmation, je me suis trompé, j'ai laissé 2 passes. Donc je recommence. Alors on va commencer par regarder en détail cette gravure que j'ai faite, volontairement très longue, pour voir les accélérations et les ralentissements. D'abord, ce qu'on peut constater, c'est que ici, au niveau de l'air assist, bon, on a un air assist, mais il n'est pas très performant, je trouve, parce qu'en gravure, on ne devrait pas arriver à retrouver, quand ça brûle, toute cette poussière ici que l'on retrouve sur la première gravure. Alors c'est vrai qu'on va pas vite, on va à 5 mètres par minute et pas par seconde comme je l'ai écrit là, c'est bien par minute. 5 mètres par minute et on n'est qu'à 30% de puissance. J'ai pas mis plus de puissance que ça dans tous les tests. La première ligne, 5 mètres, bon ça va profond quoi, on est descendu très profond. Après on est passé à 10, 15, 20 et 25 mètres. À 25 mètres, le premier test que j'ai fait, je me suis trompé, j'ai fait 2 passes. Là, la dernière ligne, c'est une passe 25 mètres. Mais, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, eh bien, on creuse beaucoup. On creuse beaucoup au début. Il n'y a pas la fonction, où je ne l'ai pas encore trouvé, je débute sur Lightburn, je ne l'ai pas encore trouvé, la même fonction qu'il y a sur Laser GRBL, M3, M4, puissance progressive ou linéaire. Et ce qui fait qu'au milieu, on est à la pleine vitesse. Donc là, on voit vraiment la différence entre les 5 mètres et 25 mètres. Ça ne fait pas la même chose. À partir d'ici jusque là, c'est à peu près pareil. Ici, on est à 2 passes, donc il ne faut pas la compter. Ça, c'est 15, ça, c'est 20, ça, c'est 25. Il y a une légère différence, mais on la voit plus à la caméra qu'en réalité. Pour mieux voir, on peut regarder ici. Donc ça, c'est 25
à une passe. Ça, il y a 2 passes, à 25 toujours. 20, 15, 10 et 5. Ce test de gravure sur 200 mm permet de voir qu'en fait, il y a des accélérations et des freinages et des ralentissements. Et qu'au milieu, il y a une pleine vitesse. Pleine vitesse, je dirais, peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment, on ne voit pas vraiment de différence à la gravure. Et donc ça veut dire qu'on n'atteint peut-être pas la vitesse maxi que j'ai demandé. Sachant que cette machine peut fonctionner à 36 mètres par minute, en théorie. Donc 36 mètres, il faut le temps, vu la taille du module, pour que ça accélère. Et vu la dimension de la pièce, il faut aussi que ça puisse ralentir. Donc si on fait des essais de vitesse et de gravure avec des petits carrés, eh bien on ne voit rien du tout. Sauf à faire des essais de petite vitesse, ce qu'on va faire tout à l'heure, des petites vitesses sur l'inox. Parce que sur le bois, si on commence à mettre 20 mètres par minute, on comprend bien que sur des carrés de 1 cm, eh bien on n'arrive pas à accélérer et freiner. On n'arrive jamais à la vitesse. Et aujourd'hui, pour les tests de cette machine, j'ai décidé de faire des tests que je ne fais pas d'habitude. Par exemple, faire un test de la protection de flammes, ou plutôt contre les flammes. Voir si on a une bonne détection et si la machine va s'arrêter. Et le résultat parle tout seul. La machine a bien détecté, la flamme n'était pas grande, mais ça l'a arrêté. Maintenant, je vais faire un essai de gravure sur du liège. C'est très facile. Et pourtant, avec un 30 watts, il y a quelques précautions à prendre. C'est les valeurs données, mais elles sont trop puissantes. Je vais arrêter ça tout de suite. J'ai mis 10 mètres et 60%. C'était donné pour 7 mètres et 55%. Donc j'avais déjà monté. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la vitesse. Je vais la mettre à moitié. Je vais mettre 30% de vitesse. J'ai mis 12 mètres et 40% de puissance. Bon, ça va mieux, il n'y a pas de flamme. Tous les fabricants ne donnent pas des valeurs de paramétrage pour les matériaux. Il faut se faire parfois une idée, il faut faire des tests. Ici, bon, ils donnent des valeurs, mais quand je les applique, sur certains matériaux, ça ne fonctionne pas. Là, sur le liège, je l'ai carrément presque découpé à certains endroits. Pourtant, il fait 3 mm d'épaisseur. Je l'ai presque découpé, j'ai gravé en profondeur, alors que ce n'était pas ce que je recherchais. Maintenant, je vais faire un test de découpe. Un premier test de découpe de carré de 1 cm sur 1 cm dans de l'épicéa de 12 mm. Je n'ai découpé qu'un seul petit carré. J'ai même essayé de faire 2 passes parce qu'à la première, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, si vous suivez cette chaîne, vous savez ce que je vais faire. Je vais faire un test de découpe d'un morceau de sapin de 17 mm d'épaisseur. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est un test qui permet de voir combien de passes sont nécessaires pour découper une certaine hauteur. J'ai d'abord fait un focus à moins 5 mm. C'est ce qui est préconisé. J'ai essayé et il m'a fallu 4 passes pour arriver à découper ces 17 mm. Et du coup, je vais essayer de me mettre au focus, c'est-à-dire de faire un focus à 0. Et ce focus à 0, je le teste dans les mêmes conditions que le focus à moins 5 et je fais là aussi 4 passes. Il n'y a aucune différence. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de différence sur 5 mm de focus, ça m'a mis la puce à l'oreille pour le test qui va suivre. Le résultat obtenu, que ce soit au focus ou que ce soit à moins 5, ne change pas. C'est la même chose. Alors, je me dis, je vais faire un autre essai. Un essai avec des vitesses différentes. J'essaye en doublant la vitesse, c'est-à-dire en me mettant à 700 mm par minute. Et on va voir ce qui se passe, s'il y a une différence. Normalement, on devrait retrouver le double de passe. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve. On retrouve le double de passe à quelques virgules près, puisque le morceau en fait ne se détache pas correctement, il y a un petit peu de fibre, mais ça c'est normal, c'est un bois fibreux. Donc je dis, je vais ralentir cette fois-ci, et là je descends à 250 mm, 250 mm par minute, et en 2 passes, j'ai pratiquement tout coupé. Donc j'ai fait 250, 350, 700, c'est assez cohérent, ça veut dire que les résultats que j'ai sont homogènes et représentatifs. Et suite à ce test, je me suis aperçu
que la coupe, quand elle était haute, n'était pas perpendiculaire. Et j'ai contrôlé et effectivement le module est légèrement de biais. Ça ne change rien à la capacité de découpe, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Et je vais donc le remettre perpendiculaire dans les deux sens. Et vous allez voir que c'est pas si simple parce que les perforations des vis et les jeux qu'il y a dans la platine ne permettent pas de le faire sans faire quelques modifications très légères, mais des modifications et quelques petits usinages. Donc je reperce un petit peu plus gros les perçages et je remonte ma platine. Avec cette modification, la platine retrouve une perpendicularité dans cet axe. Mais quand je fais le contrôle, j'ai le même problème de l'autre côté. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce sont ces petites entretoises de diamètre 4 qui font le parallélisme, ou plutôt la perpendicularité, entre le module et le sol. Et donc, du coup, je suis obligé de les démonter, de les raccourcir de 2/10 et puis de les remonter. Et là, eh bien, le résultat, c'est que maintenant, j'ai un module qui est parfaitement perpendiculaire. Encore une fois, ça ne change rien pour les tests qui vont suivre et qui ont précédé. Et maintenant, je fais un test que je ne fais pas d'habitude. Et c'est le résultat du test de coupe qui m'y a fait penser. Je me suis posé la question de la capacité de ce module à graver, à découper en fonction du réglage du focus. C'est un point, le réglage du focus, sur lequel on est toujours très vigilant. Et certaines machines n'acceptent pas des variations de hauteur de focus, des variations même très minimes. Et celui-ci, étonnamment, il a l'air d'accepter. Alors je me suis dit, je fais un premier test sur une longueur de 200 mm, je mets 5 mm. Et le résultat, eh bien, j'ai du mal à voir une différence. Alors j'augmente, sur 200 mm, je mets 10 mm d'écart. Et à partir de là, je devrais voir quelque chose sur le résultat. C'est-à-dire que je devrais voir au milieu que ce soit net et sur les bords que ce soit flou. Il y a quand même 1 cm, donc plus 5 mm d'un côté, moins 5 mm de l'autre. Et donc, sur ma graduation qui est graduée en millimètres, sur 200 mm, on devrait voir quelque chose. Et étonnamment, on ne voit pas une très grande différence en fait. On va regarder ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Normalement, on est au focus à 10. Et on est sous le focus vers la droite, entre 10 et 20. Et on est au-dessus du focus, entre 0 et 1. Sachant que sur la règle qui est en haut, on a 5 mm sur 200. Et sur la règle qui est en bas, on a 10 mm sur 200. Il y a 7 mm de différence de focus entre ici et là. 7 mm. On ne voit pas vraiment la différence. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce test de précision? Eh bien, c'est que ce laser permet des variations de hauteur de pièce de 7 mm sans impacter la gravure. Et ça, c'est un avantage parce que quand on a des plaques de 400 par 400, parfois, elles sont légèrement gondolées. C'est déjà arrivé, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne. Ça bousille le travail parce que quand le focus n'accepte pas de variation, si la pièce n'est pas la même hauteur d'un côté que de l'autre, quand on arrive sur la pièce, le travail n'est pas le même. Là, il y a une possibilité d'avoir des pièces qui ne sont pas tout à fait planes et d'arriver quand même à faire un travail propre. Ça, c'est un avantage. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais graveur laser. Il y a juste un graveur laser qui est adapté à ce qu'on veut faire. C'est ça qui est important. Soit de la découpe, soit de la gravure, des grandes pièces, des petites pièces, beaucoup de pièces, quelques pièces. Tout dépend de ce qu'on veut faire et c'est en fonction de ça qu'on choisit son graveur. Celui-là, il a un atout, c'est sa possibilité de permettre de graver des pièces qui ne sont pas forcément planes. Et maintenant, on va graver de l'inox. Le lettrage a été fait à 1 mètre par minute et 50% de puissance. Donc ça correspond à peu près à ça. Mais en mode ligne. Ici c'est un mode remplissage. On a des trucs intéressants ici. Là. À la caméra, je ne sais pas si ça passera bien, mais on a des bruns ici légers.
jusqu'à foncé, puis on a des bleus. On a des bleus magnifiques ici, là. À des valeurs vraiment particulières, parce que j'ai mis une échelle de 10 pour aller de 1000 à 5000. Il a intercalé la 444 à chaque fois. Et donc à 1444 et 20% de puissance, on a quelque chose de sympa, je trouve, un beau bleu. Quand je disais tout à l'heure que ce focus acceptait des variations de hauteur, on le voit bien ici, la tôle n'est pas plate. Et pourtant, on a des résultats qui sont assez réguliers. Il y a des couleurs pastel, il y a des couleurs foncées. On n'a pas la même puissance délivrée sur les bords qu'au milieu du carré à cause des accélérations et des ralentissements. Bon, mais ça, c'est Lightburn, ça n'a rien à voir avec la machine. Et on va passer au dernier test, un test de gravure sur de l'acier dur. La semelle d'un rabot. C'est un rabot que j'ai rénové, ou plutôt que j'ai réhabilité. Et donc, je me permets de mettre mon logo dessus, même si c'est pas moi qui l'ai entièrement construit. Et d'habitude, avec un graveur laser comme celui-ci, c'est-à-dire un graveur laser ultraviolet, ce n'est pas possible. De ce côté, on est à 1,2 m et 60% de puissance. Et de celui-là, on est à 2,40 m, toujours pareil, 60% de puissance. Il y a une petite différence qu'on a peut-être du mal à voir à l'écran, là. Mais moi je la vois. À 2,40 m, on est moins profond qu'à 1,20 m. Là, franchement, là, on est vraiment très bien gravé, très profondément. Et on voit du détail, on voit même les stries que j'avais faites dans la modélisation du logo avec le manche en bois. C'est bluffant. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce graveur laser, le Longer B1 30 watts? C'est le premier graveur ultraviolet que j'essaye qui réussit à graver de l'acier dur. La dernière fois que j'ai gravé du métal, c'était avec un infrarouge. Rappelez-vous, c'était l'X-Tool. Cette tête infrarouge, elle est vraiment particulière, elle ne grave pas le bois. Celui-ci grave le bois et l'acier. Il est polyvalent avec des possibilités, vous l'avez vu, de variation de focus importantes. Et ça, croyez-en mon expérience, ça peut aider parfois parce que des contreplaqués qu'on achète dans le commerce qui sont voilés, qu'on essaye de brider le mieux qu'on peut pour les mettre plans parce que sinon on perd le focus et on perd la capacité de découpe, celui-ci, il accepte un certain nombre de défauts du support et ça c'est important. Il a beaucoup de protections que d'autres n'ont pas, il a 8 protections en tout. Il a notamment une protection contre les flammes que j'ai testée et qui fonctionne. Donc ça c'est quand même rassurant, c'est du bon matériel. Tous n'ont pas tous ces protections, donc ça a forcément un coût. Il coûte quand même 1300 € au moment où je fais la vidéo. C'est quand même un bon budget. Son plan de travail est légèrement supérieur à des plans de travail classiques de 400 par 400. Il a l'air assist qui est pilotable. Donc encore une fois, un graveur laser, ça s'achète en fonction de ce qu'on veut faire. Et il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut faire, eh bien on va avoir du mal à choisir. Chaque graveur est conçu pour des spécificités bien particulières. Certains sont mieux pour la découpe, d'autres sont mieux pour la gravure. Celui-ci, il a des vitesses de déplacement de 36 mètres par minute. Alors certes, il faut accélérer, certes, il faut ralentir, mais au milieu, on est à 36 mètres. D'autres ne vont qu'à 20 mètres, voire un peu moins. Du coup, on a une vitesse d'exécution, on a quand même du bon matériel au niveau du châssis. Il y a quelques petits réglages qui sont à faire, qui sont à vérifier. J'avoue que je ne l'ai pas souvent vérifié sur les autres, mais celui-ci, il y avait un tel défaut, ça se voyait. Il y avait plusieurs dixièmes qui se promenaient dans la perpéndicularité. Mais je suis sûr que si j'avais bien regardé sur les autres, j'aurais trouvé des défauts aussi de géométrie comme ça. Il est donné pour être capable de découper 30 mm de bois et 50 mm d'acrylique. Bon, je ne peux pas faire le test des 50 mm d'acrylique. Les 30 mm de bois, ça dépend du bois. Celui avec lequel j'ai fait le test est un petit peu nerveux. Donc il est possible que du bois tendre et en 30 mm d'épaisseur, en plusieurs passes, on arrive à le découper. Il peut graver du cuir, il peut graver du liège, il peut graver du bois, donc de l'inox, il peut graver de l'acrylique, il peut graver tout un tas de matériaux comme les autres, bien entendu. Je vais donc l'utiliser pour faire d'autres projets, certainement que je partagerai sur Instagram ou peut-être que je ferai une autre vidéo si j'ai un bon sujet à partager avec vous.
Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage. Si vous avez aimé celui-ci, pensez à mettre un pouce levé, pensez à partager cette vidéo, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Tous les liens techniques et d'informations sont dans la description de la vidéo. Si vous aimez bricoler et que vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la notification, pensez à revenir me voir dans les prochains épisodes. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.